La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Béatrice et puisque nous sommes à Boulogne, nous allons partir à la découverte du quartier de Billancourt. En 1859, les hameaux de Billancourt et du Point du Jour font partie du village d'Auteuil, qui constitue lui-même une commune distincte de Paris. En 1860, sous le Second Empire, une loi annexe à la capitale les communes ou parties de communes comprises à l'intérieur des fortifications qui entourent Paris. Suite à l'annexion, donc, la commune d'Auteuil est supprimée. Elle devient, comme celle de Passy, un quartier de Paris, donc aujourd'hui une partie du 16e arrondissement. Et nos deux hameaux, Billancourt et le Point du Jour, qui eux sont à l'extérieur des fortifications, ne sont donc pas rattachés à Paris. Ils sont annexés à Boulogne-sur-Seine. En compensation, Boulogne cède à Paris le quartier de Longchamp pour construire l'hippodrome. Billancourt et le Point du Jour sont encore très ruraux à l'époque. Les Parisiens apprécient de venir s'y détendre en profitant des bords de Seine. C'est la campagne, aux portes de la capitale. La grande bourgeoisie s'est installée depuis plus d'un siècle au nord de Boulogne, en bordure du bois, où elle a fait bâtir de grandes demeures. Et dans la seconde moitié du XIXe siècle, des aristocrates russes les rejoignent. La grande duchesse Marie, la princesse Yusupov, qui fait édifier un palais, racheté par la suite par le grand-duc Paul, et qui deviendra l'institution d'enseignement privé du Panloup. C'est le quartier des Princes, fréquenté des artistes. Quant à la petite et moyenne bourgeoisie parisienne, elle s'implante, elle, plus au sud, à Billancourt. Notamment dans le lotissement Gourcuff, créé par Casimir de Gourcuff en 1836, sous le nom de village de Billancourt. Casimir de Gourcuff est un aristocrate breton, émigré, comme beaucoup sous la Révolution, et qui découvre lors d'un voyage en Europe le principe des assurances. À son retour en France, il crée la compagnie d'assurance générale. Il fait fortune. Il peut donc racheter l'ancienne ferme médiévale de Boulogne qu'il décide de lotir. Il fait tracer les rues autour d'une place, l'actuelle place Jules Guesde, autrefois place Nationale. Puis il fait découper le terrain au lot qu'il revend. Une église, Sainte-Élisabeth, est construite sur l'actuelle place Birakem, appelée alors place de l'église. Et quand on se promène aujourd'hui sur la place Birakem, eh bien on voit sur un mur l'ancien panneau marqué place de l'église. L'édifice sera bombardé en 1942 et reconstruit plus tard rue du Dôme. Dans ce village de Billancourt, de jolis pavillons sont édifiés. Des pavillons à l'architecture pittoresque, de type cottage. On parle alors d'architecture régionaliste, entourée bien sûr de jardins. Au 10 rue de Solferino, un hôtel particulier subsiste de ce village de Billancourt. Il a été construit par M. Maillet et son épouse, les propriétaires, en 1866. En 1946, un courtier en objets d'art l'habite et le décore. Et on peut encore remarquer, derrière la grille, 2 statues dans le jardin qui figurent des sphinges. La sphinge étant une figure de la mythologie grecque, un sphinx féminin. Si l'on remonte un peu plus au nord, face à l'actuelle scène musicale, Auguste Lévesque acquiert en 1850 un terrain de 30 000 m² et le fait lotir autour de 2 axes, l'allée des Pervenches et l'allée des Myosotis. Bucolique, l'ensemble est entouré d'une grille, surveillé par un gardien et appelé le hameau fleuri. Il attire une clientèle aisée. L'artiste peintre Albert Fourré, l'archevêque de Paris lui-même, des avocats, des pharmaciens, des imprimeurs,
commissaires-priseurs, ingénieurs. Les nouveaux propriétaires n'ont pas le droit d'abattre les arbres. Des cartes postales anciennes présentent ce petit coin de campagne, tellement bucolique à l'époque. Petit coin de campagne qui ne va pas malheureusement résister aux ambitions de Louis Renault, qui rachète progressivement les parcelles pour agrandir ses usines. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Pour se rendre à Boulogne, lors des parties de campagne qu'ils organisent au beau jour, les Parisiens empruntent le tramway, à moins qu'ils ne préfèrent s'y rendre en bateau. Les embarcadères de la compagnie des bateaux parisiens se succèdent en effet sur les quais de Seine jusqu'au pont de Saint-Cloud. Avec le développement de la villégiature, le petit commerce s'accroît et, bien sûr, les lieux de divertissement. Cafés, restaurants se multiplient le long de l'ancien chemin de halage de Billancourt. On a ainsi la buvette de la Marine, la guinguette au bon pêcheur, tenue par Monsieur Meunier, l'hôtel-restaurant à la Belle Meunière, le Select, la terrasse japonaise, à la Mi-Arthur. Sur l'île Seguin, on s'attable au restaurant Sarest, très réputé, puis on va tirer aux pigeons. Il y a surtout l'étonnante guinguette du Moulin Rose, située quai du Point du Jour. Son propriétaire, M. Peloux, a soigné le décor en édifiant carrément un petit moulin sur le toit, sans doute pour rappeler le Moulin Rouge à Montmartre, ainsi que des drapeaux, des inscriptions en façade qui mentionnent que l'établissement dispose d'un jardin. On utilise alors, pour évoquer ce tout petit jardin, le terme bosquet. Jardin muni de jeux, de balançoires. Le restaurant a perduré jusque dans les années 1970. Dans ces cabarets populaires, appelés guinguettes, ou dans ces établissements plus luxueux, on mange, peut-être des moules frites, des matelotes, on boit, et le dimanche, on peut y danser. Valse, polka, mazurka. Le bal est mené généralement par un accordéoniste. Et savez-vous d'où vient le mot guinguette ? Il y a plusieurs explications. Tout d'abord, le mot pourrait venir du terme ginglet ou guinguet, qui est le nom d'un vin blanc aigre, à moins que le terme ne vienne de Pierre Guinguet, fondateur vers 1640 d'un cabaret à Ménilmontant, ou encore du fait qu'après avoir bien consommé, on rentrait chez soi en guiguant, c'est-à-dire en ne marchant plus droit, en gesticulant. Et savez-vous pourquoi les guinguettes se sont multipliées en proche banlieue ? Eh bien, c'est parce que les Parisiens pouvaient aller y consommer du vin moins cher qu'à Paris. Ce vin, en effet, n'avait pas passé l'octroi, donc pas été taxé pour rentrer dans la capitale, et donc on le faisait payer moins cher aux consommateurs. On produit encore aujourd'hui, pour suivre les traditions, du ginglet dans la région de Pontoise. Des concours sont même organisés, certains vignerons gagnant le concours. Voilà, ce vin n'est pas à peine commercialisé et les revenus des quelques bouteilles qui sont vendues vont à des associations. Face à l'île Seguin, des pontons permettent aux voiliers et aux canots d'accoster. On peut louer une barque au restaurant à la Mi-Arthur. Des cartes postales évoquent dans les années 1900 une compétition d'aviron ayant opposé les rameurs de la Société nautique de Basse-Seine et celle de la Marne. Ces rameurs sont des sportifs. À côté de ça, on a les dessins que font les caricaturistes de l'époque, tels Daumier, qui figurent ces fameux canotiers, moins sportifs, apprentis mariniers, mais surtout dragueurs, hableurs et piliers de guinguettes. Par la suite, entre les deux guerres, on parle moins des guinguettes, mais plutôt de dancing. Rue de Solferino, par exemple, on se divertit au son d'un orchestre de jazz dans un établissement réputé. Loisir très populaire également, le cinéma. Rue de Solferino, par exemple, le Mignon Palace voit le jour en 1913. Il change plusieurs fois de nom et d'usage, devenant le Théâtre des Variétés, puis l'Artistique Palace en 1930, l'Artistique tout court dans les années 60.
Le cinéma, qui contenait quand même 925 places, ferme dans les années 70. Mais sa façade a été conservée. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bénéficiant de sa proximité avec la capitale, siège des affaires et vivier de main-d'œuvre, Boulogne, dont les terrains ne sont pas encore trop chers, va attirer, outre les Parisiens en villégiature, des industriels désireux de s'agrandir. Le long des quais de Seine, entre les guinguettes, se dressent des cheminées d'usines. Ainsi celle de la centrale électrique, celle de l'émaillerie parisienne, qui jouxte la guinguette du Moulin Rose, ou les cheminées de l'usine à air comprimé de la Compagnie Générale des Omnibus. Ce sont les tramways parisiens. L'usine est située sur l'actuel square du Havre. Par ailleurs, au cœur même du hameau fleuri, ce lieu de villégiature, s'est implantée une blanchisserie. Il faut également évoquer l'île Seguin, dont le nom n'a évidemment rien à voir avec la chèvre d'un certain monsieur Seguin. Appelée auparavant île de Sèvres ou île Madame, elle prend le nom d'île Seguin à la fin du XVIIIe siècle, quand un chimiste, Armand Seguin, y installe une tannerie dans les locaux d'une ancienne blanchisserie. On y prépare le cuir des chaussures de soldats. Mais le tannage des peaux est une activité particulièrement polluante. Et ce problème de pollution, ainsi que des malversations financières, auront raison de la tannerie. S'y installent ensuite des haras, puis un célèbre tir aux pigeons. Il m'est impossible d'énumérer toutes ces usines, mais l'une d'entre elles est particulièrement imposante. C'est l'usine de la Compagnie Générale de Glace Hygiénique ou Glacière de Paris, édifiée en 1899 rue de Meudon, à l'emplacement de l'actuel parc des Glacières. 3 machines, fonctionnant à la vapeur bien sûr, fournissent 300 tonnes de glace par jour, qui sont livrées par 150 voitures à cheval. Les cartes postales des années 1900 présentent ce bâtiment superbe, avec fronton, décor, façade grandiose rappelant presque celle d'un château, et bien sûr les énormes cheminées. Pourquoi tant de glace ? D'abord, la glace, livrée en gros blocs que l'on casse au marteau, sert à conserver les aliments. Et puis au XVIIe siècle, les premiers cafés glaciers ouvrent à Paris, venus d'Italie. Dans ces établissements à la mode, on déguste des glaces en toute saison et non plus seulement l'hiver. Il faut donc collecter de grandes quantités de glace pour la conservation d'une part et pour la fabrication de ces desserts. Pour approvisionner la capitale, on récupère en hiver la glace des plans d'eau et des rivières comme la Bièvre. On va même la chercher, cette glace, jusque dans les Alpes, imaginez-vous. Puis on la stocke dans des glacières aménagées en sous-sol. La ville de Paris dispose de glacières à Auteuil, à Passy, dans le bois de Boulogne. Et ce, jusqu'à ce que des usines, comme cette Compagnie Générale de Glace Hygiénique, arrivent à fabriquer de la glace avec des machines. D'où l'installation de cette vaste usine rue de Meudon. Bien plus tard, en 1951, on décide la construction d'une patinoire à Boulogne-Billancourt. Inaugurée le 21 décembre 1955, elle est implantée juste à côté de l'usine des glacières de Paris, ce qui permet d'y acheminer la glace par un conduit souterrain. L'usine ferme en 1975, la patinoire s'approvisionne autrement en glace et un parc est créé à l'emplacement de l'usine sur un peu plus de 2 hectares. C'est notre actuel parc des glacières. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Mais c'est surtout dans les domaines de l'aéronautique et de l'automobile que Boulogne-Billancourt va s'illustrer. Le développement de l'industrie aéronautique est lié à la proximité des terrains d'essai d'Issy-les-Moulineaux. Et là, je vais déborder un petit peu le quartier de Billancourt.
Édouard Surcouf s'installe en 1900 dans un atelier de fabrication de ballons dirigeables rue de Bellevue. Il bénéficie, pour le travail délicat d'entoilage des ballons, d'une abondante main-d'œuvre féminine, donc bon marché, les femmes étant payées encore moins que les hommes, et il bénéficie notamment des blanchisseuses qui sont habituées à travailler le linge fin. On a Gabriel Voisin, qui installe rue de la Ferme à Billancourt le premier atelier au monde de fabrication d'aéroplanes, peu après 1900. Robert Esnault-Pelletry, constructeur et pilote, met au point son premier aéroplane rue des Abondances en 1907. Avec son père, il fabrique des moteurs rue de Chilly dans son atelier appelé Avionnerie. Les frères Farman produisent des aéroplanes et des biplans inspirés des modèles de Gabriel Voisin. En 1912, ils construisent une usine moderne, rue de Silly, pour répondre aux commandes militaires. Mais la fin de la Première Guerre mondiale sonne l'arrêt de l'aéronautique à Boulogne. Pas assez de place et sans doute la pression foncière. Pour l'automobile, évoquons d'abord Louis Renault. C'est le fils d'un fabricant de boutons. Il met au point sa première automobile en 1898, puis il fonde avec ses frères la société Renault, qu'il implante rue du Cours, c'est l'actuelle rue Émile Zola, dans la propriété familiale. La société ne va pas cesser de s'étendre, devenant le fleuron de l'industrie boulonnaise. Louis Renault bouleverse pour cela le quartier de Billancourt, rachetant les lotissements pavillonnaires, puis l'île Seguin même en 1919. L'usine emploie à l'époque 22 000 salariés. Il y a un tramway qui amène les ouvriers depuis le métro Willem, c'est l'actuelle station Église d'Auteuil, donc à Paris, jusqu'à la place Bir-Hakeim à Billancourt. Autre personnalité dans le milieu de l'aéronautique et de l'automobile, Emil Samson. Il est d'origine suédoise. Il produit à Paris des moteurs d'avion en étoile très performants, mais dans de petits ateliers. Pour s'agrandir, il achète 1000 mètres carrés avenue des Moulineaux, c'est l'actuelle rue Pierre-Grenier, et il s'y installe en 1912. Son activité se développe pendant la guerre. En 1918, il emploie 6000 ouvriers. Il se lance ensuite dans la fabrication de voitures, modèles de luxe et modèles de sport, qui obtiennent plus de 500 victoires en compétition. Il réalise aussi des carrosseries pour les entreprises Citroën et Panhard et Levasseur. Le 3 mars 1942, Boulogne est bombardée par l'aviation anglaise. Plus de 780 bombes tombent sur le quartier de Billancourt et sur Boulogne. Renault, qui produit pour l'occupant, est visé. Mais ce sont surtout les ateliers de Samson qui sont dévastés. Après-guerre, la reprise est difficile. La technologie n'a pas progressé, les coûts de production sont élevés et l'on assiste au déclin de la voiture de luxe. En 1957, Samson cesse de produire et sa fermeture marque un peu plus la désindustrialisation de Boulogne-Billancourt. Durant les années 50, la crise du logement sévit. Elle est liée d'une part aux destructions de la guerre et puis au baby-boom. Beaucoup d'enfants, d'où des logements trop petits. Il faut construire pour le plus grand nombre et pour de grandes familles. Le comptoir national du logement rachète les 8 hectares occupés auparavant par les usines Samson. Et l'architecte Fernand Pouillon y édifie la résidence du Point du Jour. Il réalise 25 immeubles, soit 2260 logements.
Fernand Pouillon voulait construire, je cite, pour de petits cadres, à bas prix, mais luxueusement. Et c'est ce qu'il va faire. L'ensemble a été labellisé en 2008 patrimoine du XXe siècle pour son architecture esthétique. On est quand même dans le principe des grands ensembles, mais l'architecture a été soignée, et pour son efficacité. Efficacité parce que la résidence propose un grand nombre de logements, très clairs, et beaucoup d'espaces verts. Des espaces verts rendus possibles par des immeubles qui sont relativement hauts, mais qui permettent de libérer de l'espace au sol et donc d'y aménager des jardins. Dans la première moitié du XXe siècle, si l'on revient un petit peu en arrière, Billancourt s'est illustré également dans le domaine du cinéma. C'est en 1922, au 49 quai du Point du Jour, qu'Henri Diamant-Berger, réalisateur renommé, fonde les premiers studios modernes de cinéma français, qui deviendront en 1933 les Paris Studios Cinéma. Et c'est le système d'enregistrement sonore Western électrique qui leur permet de passer du cinéma muet au cinéma sonore, très apprécié bien sûr à l'époque, cinéma sonore qui accélère la renommée des studios. Et de nombreux grands films vont être tournés quai du Point du Jour. Abel Gance, par exemple, qui tourne notamment Napoléon, Marcel Carné avec l'Hôtel du Nord, Jean Renoir qui réalise La Grande Illusion, La Marseillaise, Marcel Pagnol qui réalise Fanny. Les studios du Point du Jour furent longtemps une référence de l'audiovisuel français, avec de nombreuses émissions enregistrées pour la télévision. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Revenons sur la population qui fréquente le quartier de Billancourt. On a évoqué les Parisiens en villégiature, les ouvriers et ouvrières d'usine. Il nous faut aussi évoquer la communauté russe. Aujourd'hui, un élément dans le paysage rappelle l'importance des Russes à Boulogne. La petite église orthodoxe Saint-Nicolas le Thaumaturge, cachée entre deux immeubles, au 132 rue du Point du Jour, mais que l'on peut apercevoir de la rue. Si la première colonie russe, constituée d'aristocrates et d'artistes, vint s'établir au nord de Boulogne, la seconde arriva dans des conditions plus tragiques. Après la révolution de 1917, plus de 2000 Russes blancs s'installent à Billancourt, à la demande de Renault, Monsieur Renault, comme il l'appelait, qui cherche de la main-d'œuvre. Et près de 1000 d'entre eux vont travailler dans ces usines. Les conditions de vie sont difficiles. Beaucoup logent autour de la place nationale, l'actuelle place Jules Guesde, surnommée Billancoursk. On trouve là des restaurants, des hôtels meublés russes, des petits commerçants, tous russes, coiffeurs, libraires, médecins, dentistes, épiciers. Les premières célébrations du culte orthodoxe se font dans l'arrière-salle d'un restaurant, puis dans un local minuscule, en bois, bâti rue des Nations, l'actuelle rue des Peupliers. En 1927, une église en dur est édifiée rue du Point du Jour. Des quêtes effectuées auprès des ouvriers russes de chez Renault ont permis de réunir l'argent nécessaire à sa construction. Bombardée en 1943, l'église est reconstruite 10 ans plus tard. Elle est pourvue d'un clocher traditionnel à bulbe bleu, d'une iconostase, la cloison décorée d'icônes qui sépare les fidèles du prêtre. La communauté s'y retrouve, encore aujourd'hui, et les offices s'y font en slavon, la langue liturgique des Slaves orthodoxes. Autre témoignage de la présence d'une communauté russe, la centaine de tombes présentes dans le cimetière de Billancourt, surmontées de la croix russe à 3 branches,
avec souvent à côté un œuf peint qui symbolise la résurrection. Nina Berberova, poétesse et romancière russe, ayant habité rue des Quatre Cheminées dans les années 30, s'est attachée à décrire dans ses chroniques de Billancourt la vie difficile de ses compatriotes déracinés, mais aussi la solidarité qui régnait entre eux. Et Nina Berberova a depuis quelque temps sa petite rue dans le quartier de Billancoursk. Elle évoque ainsi, et je vais citer, les premiers étrangers assis place nationale, près de leurs misérables bagages, qu'ils ne quittaient pas des yeux, bagages qui avaient transité par toute l'Europe, et d'où émergeaient des théières, des icônes et des souliers. Elle parle des bistrots du coin, offrant du bouillon cube et du pain à ces pauvres gens. Elle cite et décrit l'hôtel Caprice, l'épicerie de Semyon Nikolaïevitch Kozlobabine. Il n'y a pas de lieu plus irrémédiable que notre cher Billancourt, écrit-elle. Nous fûmes nombreux à respirer, à soupirer ici. En automne, les feuilles bruissaient sur la place. L'été, la poussière tourbillonnait sur les grilles de l'usine Renault, faisant tousser les petits enfants. Au printemps, les chômeurs se rendaient sur les berges. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quittons le quartier de Billancourt pour arriver place Marcel Samba. Avant les grands travaux des années 30, impulsés par le maire André Morizet, le quartier est calme, peu urbanisé. En 1900, un tramway hippomobile, c'est-à-dire tracté par un cheval, traverse tout Boulogne en empruntant l'actuel boulevard Jean Jaurès. Ce boulevard, qui à l'époque et depuis 1870 s'appelle le boulevard de Strasbourg, en souvenir de la capitale alsacienne perdue. Et les Boulonnais avaient donné deux surnoms amusants à ce tramway hippomobile, sachant que sa vitesse faisait penser à un animal très lent et que la cabine dans laquelle s'asseyaient les passagers était vitrée et bondée. Je vous laisse deviner. Eh bien, il avait appelé la tortue à cause de sa lenteur et l'aquarium à cause de ses vitres, nombreuses et sans doute sales. En 1934, tout change. Le métro arrive à Boulogne et la place prend le nom de Marcel Samba, comme d'ailleurs la station de métro. Marcel Samba, homme politique, grande figure du Parti socialiste à l'époque, devenu député, puis ministre. Et en 1934, quand le métro arrive à Boulogne, la station est l'une des 3 premières créées en dehors de Paris, avec les stations Château de Vincennes et Mairie d'Issy. Boulogne rentre dans la modernité et est bien sûr mieux reliée à Paris. Rappelons aussi que Boulogne a pris le nom de Boulogne-Billancourt quelques années auparavant, en 1926 exactement, pour associer à son nom l'ancien hameau de Billancourt. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Poursuivons jusqu'à l'hôtel de ville. C'est la 6e mairie de Boulogne. La précédente étant située rue de Billancourt, dans l'actuel square Léon Blum. Cet hôtel de ville est édifié à l'instigation d'André Morizet par l'architecte Tony Garnier et inauguré en 1934. Petit-fils de vigneron, fils de notaire, André Morizet, membre du Parti socialiste, est maire de Boulogne, presque sans interruption, de 1919 à 1942. En tant que maire, il a beaucoup œuvré pour moderniser et restructurer la ville. Sénateur du département de la Seine, il s'intéresse en effet aux questions d'urbanisme
et à l'aménagement du Grand Paris. Et oui, on commence à parler de Grand Paris. En fait, le terme Grand Paris a été utilisé une des premières fois en 1913. On parlait du plus grand Paris. Le plus grand Paris, qui à l'époque était vraiment la toute petite couronne autour de Paris et se posait surtout autour de l'aménagement des fortifications. Qu'allait-on en faire? Et quand on les détruirait, qu'allait-on y faire? Considéré comme un chef-d'œuvre, l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1975, puis au patrimoine du XXe siècle. De la mairie, on aperçoit une cheminée, avenue André Morizet, si l'on regarde du côté du nord de Boulogne. Dernier témoignage de l'ancienne blanchisserie Robat, ce qui va me permettre d'évoquer le développement des blanchisseries à Boulogne, dont je parlerai rapidement, puisqu'elle n'était pas implantée, sauf une, et je l'ai évoquée en parlant du hameau Fleuri. C'était la seule qui était installée dans le quartier de Billancourt. Toutes les autres sont au nord. Née au XVIIe et XVIIIe siècle, l'industrie du blanchissage se développe autour des rues d'Aguesseau et de Silly. À la fin du XIXe siècle, 450 établissements, petits ou grands, emploient 5000 ouvriers et ouvrières, surtout des femmes, recrutées à la journée. Le matin, elles se retrouvent toutes ensemble sur une des places de Boulogne pour se vendre à la journée. C'est la louée des blanchisseuses. Elles sont payées à la semaine, à la journée, parfois même à la pièce. Forte chaleur, humidité, stations debout, fréquents accidents, le travail est pénible et la cohabitation est difficile avec la population de Boulogne-Nord qui se plaint du bruit, de la fumée, de la vapeur. L'apparition de la machine à laver et la pression foncière auront raison de cette activité et les dernières blanchisseries disparaîtront après la Seconde Guerre. Nous allons achever là notre balade à travers Billancourt et je vais vous remercier d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite d'après-midi. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients.